Le Premier ministre. Prime Minister, Majesté? vous avez l'air étonné. Oui, Ma'am, enfin, je croyais que vous étiez... Please. L'heure est grave. Oui, effectivement, si l'on s'en réfère aux restrictions imposées par la crise énergétique... Non, on sait maintenant que c'est Victor qui a poussé Claire dans l'escalier et que Catherine et Anissa ont arnaqué cette pauvre Patricia. Pardon me? Mais oui, voyons. Maxime et Gaël ont bien tué Janet, mais c'est évident que Théo est dans le coup. Et Monette et Inès, elle a eu son bébé? Je crains de ne pas vous suivre. Majesté... Mais un si grand soleil, voyons. Je ne peux plus le regarder. Je suis peut-être dans le cloud, mais la Wi-Fi ne marche pas. Le Wi-Fi. Majesté. Et je fais quoi, moi, maintenant? C'est la faute du Brexit, Ma'am. En représailles, les Français ont coupé l'accès à toutes leurs séries, même en streaming. Même avec un VPN? J'en ai bien peur. Et plus belle la vie. Je fais comment pour suivre Thomas, Claire et Myrtha? Alors, dans ce cas précis, c'est un autre problème. Ils ont arrêté la série. What? Il faut absolument reprendre les négociations avec France Télévisions. Call Delphine. Non, je vais faire mon possible. Et surtout, rassurez-moi, Sérimania a toujours lieu à Lille du 17 au 24 mars. Vous voulez parler du plus grand festival de séries au monde, celui où toutes les stars se bousculent et où l'on découvre des séries en avant-première mondiale? Attendez, Majesté, je vérifie. Ah, que de bons souvenirs avec Martine et Xavier à boire de la délicieuse bière. Alors, effectivement, Bon, avec un Waterzooi. du 17 au 24 mars à Lille. Wonderful. Me voilà rassurée. Je compte sur vous. Vous allez pouvoir régler ça avec ma successeur. Votre? La Queen, la reine. Merci, Votre Majesté. Oh, thank you. Demain nous appartient. Et surtout, don't fuck it up. Bah quoi? Vous avez jamais vu une reine? Voilà, vous avez compris qu'on va parler de Sérimania tout à l'heure pour vous présenter ce magnifique, incroyable festival qui se passe à Lille et qui est effectivement le plus grand festival des séries au monde. Nous en parlerons tout à l'heure. Alors, bienvenue à vous tous pour un comité Grand Lille un peu spécial. Un peu spécial parce que il est à la fois le point de départ d'une réflexion qu'on va faire à l'occasion des 30 ans du Comité Grand Lille sur les 30 prochaines années, sur le rôle du Comité Grand Lille et donc sur le rôle des métropoles. C'est le thème qu'on va initier aujourd'hui avec un certain nombre d'experts qui viendront vous en parler et qui démarrera une réflexion. Et puis il est un peu spécial aussi parce que, bah oui, c'est le dernier de Sébastien Dupret. Voilà. Ah, on peut applaudir, oui, on peut. Bon. Donc, bien évidemment, on l'a déjà fêté, son départ, plusieurs fois. Mais je voudrais quand même dire un petit mot aujourd'hui à ce comité Grand Lille. Simplement pour vous dire, effectivement, à vous tous, et en votre nom, j'en suis sûr, nos remerciements à Sébastien. Sébastien, au fond, je dirais, à titre personnel, il m'a accueilli lors de mon retour sur ma terre natale,
Il m'a accueilli en plein Covid. Et du coup, on a lancé quelque chose qui restera qui reste dans ma mémoire et qui, je pense, vous a marqué aussi. On avait lancé les fameux cafés de l'après avec les premières visios en Zoom qu'on avait d'ailleurs, je rappelle toujours, parce que ça me fait toujours sourire, que ces visios en Zoom, on l'avait fait sur l'outil Zoom et qu'on l'avait eu en essai gratuit. Donc les cafés de l'après ont été faits pendant 1 mois et demi sur une version en essai gratuit de Zoom qui à l'époque n'avait pas la même notoriété que Webex, pardon. Ça a raison, c'est Webex. Vous n'avez pas la même notoriété qu'aujourd'hui. Voilà, donc les cafés de l'après. Et puis après, le dynamisme que Sébastien a insufflé dans le comité Grand Lille, les différentes thématiques qu'on a pu traiter, les experts qu'on a fait venir, les travaux que vous avez pu mener, les engagés, les travaux sur l'eau, sur la métropole. Voilà, donc tout ça, on l'a fait ensemble. Et c'est vrai que, pour vous dire les choses, je ne pense pas que j'aurais pu le faire tout seul. Et donc, je remercie beaucoup Sébastien, qui, quand même, ça ne va pas très loin. Donc, on aura l'occasion de le revoir. Et puis, au fond, je voulais saluer aussi en Sébastien, au fond, l'homme engagé pour son territoire. Vous l'êtes tous. L'engagement pour le territoire est aujourd'hui quelque chose encore plus qu'hier essentiel, majeur. Vous savez que nous pensons tous que la résolution des difficultés, des enjeux qu'on a, se règle avec la co-construction, le collectif, la conjugaison des compétences, des talents, des expériences sur une zone qui a un territoire pertinent. Et donc cet engagement que Sébastien a pour le territoire est tout à fait à saluer. Et d'ailleurs, ici dans la maison, quand on a fait un petit peu au départ, j'ai inventé un nouveau mot que je voudrais lancer aujourd'hui auprès de vous, officiellement. Je ne sais pas si je le ferai habilité par le dictionnaire de la langue française, par l'Académie française. Un nouveau mot, vous savez que on parle des entrepreneurs, à quel point aujourd'hui nous comptons sur eux pour le développement de nos économies. On parle aussi dans l'entreprise des intrapreneurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'entreprise et qui développent par leur liberté entrepreneuriale l'entreprise. Eh bien moi, je voudrais vous proposer un autre mot pour le territoire, c'est le terripreneur, c'est-à-dire l'entrepreneur du territoire. Et je pense que Sébastien en est le premier. Et donc, je lui décerne le titre de Terri-entrepreneur. Peut-être qu'on pourrait développer. Et je vous propose de l'applaudir une nouvelle fois. Voilà. Alors, on va... Sébastien est en charge d'animer jusqu'au bout. Il voulait partir plus tôt. Non. Jusqu'au bout, ce comité Grand Lille. Mais bien évidemment, la question, mais qui va remplacer Sébastien ? Eh bien, je vais vous dire, comme toujours, quand on a un être qui s'éloigne un peu, on a toujours, c'est l'occasion de réfléchir un peu à comment on voit les choses, comment on organise. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, l'importance de ce groupe décloisonné, de croisement des mondes, qui porte des sujets, qui porte des convictions, qui porte des projets, est essentielle. Encore plus, peut-être, ça a toujours été essentiel, mais peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier. Donc il faut continuer à creuser le sillon, à avancer, à restructurer, réformer, proposer. Donc, on a décidé effectivement de mettre plus de moyens, en fait, au service de notre réflexion du comité Grand Lille. Et nous avons décidé, on a lancé un certain nombre de recrutements. Et donc, il y en a qui sont en cours, il y en a même qui sont conclus, mais que je ne peux pas vous dévoiler aujourd'hui pour les raisons que vous comprendrez, parce que c'est en cours, mais c'est acté. Et je vais demander à quelqu'un qui m'est proche aussi, il est proche de beaucoup de gens, mais il m'est proche aussi, de prendre le lead sur l'ensemble de ces actions de prospective, de projet, de réflexion. Et c'est quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, et donc qui sera donc aussi en charge du comité Grand Lille avec les recrutements que nous allons faire. Et cette personne, c'est Arnaud Cousin, qui peut se lever peut-être, Arnaud, non ? Voilà. Bon.
Voilà. Il n'y avait pas quelque chose là? Si. Ah bah oui, voilà, bah, c'est à toi. Hein. Alors en fait, on voulait symboliser ce passage de témoin parce que ça, c'est la charte que je vous conseille de relire parce qu'elle est toujours d'actualité. J'en vois certains au fond, et je remercie ceux qui l'ont écrite parce qu'elle est toujours d'actualité. Et donc, je vous propose de faire symboliquement le passage sous vos applaudissements endiablés de Sébastien à Arnaud. Voilà. Je peux dire juste un mot? Ouais. Arnaud, il n'a pas besoin de moi pour la découvrir parce que tu es ici dans la maison depuis longtemps et toi aussi tu es un militant du territoire et tu la connais à mon avis par cœur. Mais on trouvait que c'était un symbole. D'ailleurs, c'est toi qui m'as suggéré cette idée quand on en a parlé ensemble. Donc je rends à Arnaud ce qui est à Arnaud. Parce qu'en en fait, on l'a remise sur les tables, me semble-t-il. Merci Noémie d'avoir préparé ça. Parce que c'est quand même finalement le texte de référence qui conduit. Moi j'adore, je crois que c'est la 3e ou 4e ligne dans laquelle il est écrit « Le comité Grand Lille est le résultat d'un accord entre des acteurs ». C'est-à-dire que finalement, le comité Grand Lille, c'est le résultat de ce que nous sommes tous, la volonté de mettre nos flingues au vestiaire et de bosser ensemble. Voilà. Pour ce qui me concerne, juste vous dire que vous avez vu souvent vous disiez « mais tiens, il a des baskets ». En fait, aujourd'hui, je change de maillot. Mais je garde mes baskets de militant, et donc vous m'aurez encore sur le dos. Peut-être que la prochaine plénière, si je peux y venir, je serai avec vous. Et comme ça, je pourrais me marrer en me disant, vraiment, de mon temps, c'était bien mieux. Voilà, allez, je vous embrasse Bravo. tous. Merci. Merci. Bien, alors aujourd'hui, le thème, vous avez vu, on n'a pas hésité à savoir se remettre en cause, puisque le thème, c'est la métropolisation reste-t-elle la solution au développement territorial, ce qui est un thème forcément provocateur, et c'est bien fait on purpose, comme on disait avant. Et donc, on va traiter ce thème, mais avant que j'en fasse l'introduction, on va faire les nouvelles de la communauté. Donc Sébastien fait les nouvelles de la communauté. Ah, si vous voulez bien laisser mon micro en permanence, comme ça me permet de rajouter 2-3 trucs quand j'ai envie de le faire. Merci les amis. Je propose que tout de suite, il n'y a pas un jingle ? Je propose que tout de suite me rejoignent ici Marianne Guillon, Sam Damny, Dominique Persine et Sébastien Huige. 4 sujets dont on va vous parler maintenant. Allez, venez, rejoignez-moi. Ils ont chacun des consignes très strictes, vous le savez, et la cloche, je l'offre à Arnaud. Hein, n'oublie pas la cloche quand il faut. Non, tu n'es pas la cloche, mais la cloche est bien là. Je crois qu'il y a un petit film pour parler de Série Mania d'abord. Allez, on y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis ce matin d'être avec vous pour cette petite présentation de Série Mania. On ouvre dans une semaine. On est prêt, on est dans les starting blocks. Je vais vous donner quelques éléments de la programmation et quelques mots quand même sur ce projet Série Mania. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un projet à multiples dimensions. J'ai 4 minutes, c'est ça? Donc j'y vais. Série Mania, d'abord, c'est un projet de territoire, c'est un projet soutenu par la région Hauts-de-France, qui a été rejoint par la MEL, par la ville. C'est un projet soutenu par l'État, avec le Centre national du cinéma et de l'image animée, un grand partenaire, le Crédit Mutuel, et je vous laisse découvrir l'ensemble de nos partenaires. Nous sommes toujours ouverts à de nouveaux partenariats, bien évidemment. Plus qu'un festival, Série Mania, c'est un projet en 3 dimensions. C'est un festival, on l'a dit, redit, c'est pour le grand public, on va en parler, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Mais c'est aussi un forum professionnel, un grand congrès international, 4000 personnes, plus de 60 pays qui viennent faire du business ici, dans notre métropole. C'est depuis
peu, depuis l'année dernière, un institut, une école de formation, la première école entièrement dédiée au métier de la série. Elle est installée à Lille et on est très contents. Pardon, je suis allée un peu vite. Juste pour que vous le sachiez, vous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, entrepreneuses, 80% des conversations de vos collaborateurs à la machine à café concernent les séries. Premier loisir des Français. Vous savez, c'est un laboratoire de tendance. Les séries sont consommées surtout par les 15-34 ans. Vous le verrez sur le festival, notre public est très jeune, pas uniquement, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les jeunes d'aujourd'hui ont un esprit qui est formé par la sérialité. L'effet Lupin, vous vous rappelez, tout le monde s'est mis à lire Arsène Lupin après la série avec Omar Sy. Les ventes de jeux d'échecs, de casquettes, de produits dérivés, c'est quelque chose qui marche très bien dans la grande distribution. Gardez-le en tête, ça peut être utile pour le développement de vos activités. C'est un marché mondial. On aime rappeler dans les industries culturelles et créatives, on le martèle, excusez-nous, mais quand même que c'est 2,3% du PIB, autant que l'agroalimentaire, autant que l'automobile, 47 milliards d'euros chaque année pour les industries créatives. C'est une véritable industrie. Le festival, cette année, 54 séries, 24 pays, des centaines d'invités, une centaine de séances. Il y a encore de la place. On était très contents ce week-end, 40 000 réservations sur un week-end, ça montre l'engouement du public, l'envie, il y a encore de la place. Venez avec vos collaborateurs, venez avec vos proches, vous passerez un bon moment, je l'espère. On a vraiment de belles ambiances dans les salles. 400 journalistes attendus, j'aime bien le rappeler parce que 400 journalistes sur la métropole, c'est autant de démultiplication d'images pour nous. Il faut s'en servir, c'est bien de le savoir. Il me reste peu de temps. Je vais aller assez vite. Sur le programme, les conférences, les masterclass, ne les manquez pas. Vous avez le programme qui est à la sortie. Florence Aubenas, Pierre Aski, vous les connaissez, ils vont parler de la guerre dans les séries. Cyril Dion sur l'écologie, Alex Baupin. Les séries en avant-première, évidemment HPI, mais il y a bien d'autres séries. Nous, on a Succession saison 4. On va accueillir Brian Cox, le grand acteur de Succession. On va accueillir Marcia Cross pour ceux et celles qui ont adoré Desperate Housewives, c'est une des Desperate Housewives. Philippine Leroy-Beaulieu, vous avez tous vu. Émilie in Paris, bien sûr. Cécile de France, Cédric Lapiche. Pour les plus nostalgiques, on va repasser Thierry Lafronde avec son acteur historique qui sera là. Mon temps est écoulé, vous savez tout. Rendez-vous la semaine prochaine, on ouvre vendredi 17 mars et puis on reviendra pour vous présenter le bilan. À bientôt. Merci Marianne. Juste dire qu'on est tous fiers de tous les événements qui se passent dans cette métropole et on les pousse tous. Celui-ci, c'est vraiment notre tête de gondole à l'échelle de la planète. Comme le disent les journaux, c'est Hollywood sur Dole, quoi. Hein. Et donc, à chaque fois que c'est possible, on veut vous le faire savoir. Vous voulez dire quelque chose, monsieur Le Tartre ? D'abord, je voulais insister sur l'importance de cet événement pour l'attractivité de notre métropole. Il faut qu'on soit vraiment tous derrière. Il faut vraiment que tu me donnes... Quand sera l'acteur de Thierry Lafronde, parce que c'est ta. Vous vous souvenez là, les vieux là, comme moi. Bon, je veux vraiment le voir. Et non, je voulais simplement, c'est pas pour ça que je voulais intervenir, mais sur Sérimania Institute, je veux dire que la Fondation Entreprisité soutient Sérimania Institute, qui est l'école de formation des séries, qui n'existe pas en tant que telle. Et à Lille a été créée la première école de formation sur les séries. Allez Sam, un autre sujet qui était aussi une de nos têtes de gondole, comme je l'ai dit, il y en a plein. Sam Damny qui va nous parler de la French Tech et du lien entre la French Tech, de la métropole et des autres. À toi, 4 minutes chrono Sam. Bonjour à tous. Le micro fonctionne, ne touchez pas au micro, Parfait. Tout est réglé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, effectivement. Alors moi c'est plutôt Zorro, tu vois, que j'aurais aimé avoir comme remake. Merci. Par contre, je ne chanterai pas le générique. Bon, ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous parce que l'histoire de la French Tech Lille et particulièrement des Hauts-de-France est intrinsèquement aussi liée à la philosophie du comité Grand Lille. Et c'est reparti pour 3 ans. La French Tech, c'est un label avant tout, un label d'État qui a été entre nous puisque c'est vraiment en famille.
une arnaque marketing politique pour redonner confiance en l'innovation française à l'international. Et on en avait besoin parce que la France était perçue pour beaucoup de qualités, mais pas forcément son développement économique et son innovation. Ça a extrêmement bien marché. Ce label avait été transmis dans un premier temps aux métropoles, qui donc en ont usé pour faire de l'attractivité territoriale. Et depuis 3 ans, c'est devenu un mouvement entrepreneurial. Donc aujourd'hui, la French Tech, c'est des entreprises de la tech, de l'innovation, qui se sont fédérées pour pouvoir œuvrer non plus sur une attractivité territoriale qui est une conséquence, mais sur le développement économique de leur boîte. Créer plein de startups, c'est bien. Avoir plus de PME, de TI innovantes à dimension internationale, c'est mieux. Donc on a d'un côté la mission French Tech qui est détentrice du label, donc ça appartient à Bercy. On a Clara Chapaz qui en est la directrice de ce département de la DGE. Et vous avez 3 typologies de labellisation des capitales, ce que l'on est ici sur l'île, métropole, et des communautés. Vous avez aussi des communautés internationales. 52 pays avec 63 communautés. Donc on a réussi en quelques années à créer un véritable maillage d'entrepreneurs de la tech et de l'innovation française. Ça veut dire que c'est Huggy les Bonplans, une entreprise qui veut s'installer à Montréal, à Casablanca ou à Sydney, passe un coup de fil à l'entrepreneur lead de la communauté locale et va être facilité. Nous, la chance que l'on a, c'est qu'on a un territoire qui est formidable, mais très concentré dans cette métropolisation sur la métropole lilloise, 70%. Donc on a poussé à la création de 4 communautés sur le littoral, le Grand Hainaut, l'Artois et la Picardie pour pouvoir mailler un tissu le plus intelligent, le plus égalitaire possible sur les outils que la French Tech Bercy nous met à disposition. Donc on a une grosse responsabilité, c'est de s'assurer, un peu comme l'école républicaine, que tout entrepreneur, et pas uniquement ceux qui sont des incubateurs, ça représente à peu près 20 à 30% des boîtes de la tech dans les incubateurs. Ça veut dire qu'on a énormément de belles sociétés qui sont très bien dans leur garage, dans leur building, dans un petit village ou au centre-ville. 3 grandes priorités stratégiques pour cette relabellisation. Transition écologique, je pense qu'avec Rêve 3, on n'est pas à la bourre. La parité, 92% d'hommes entrepreneurs dans la tech, c'est pas très représentatif de notre société. Et la souveraineté à travers ce patriotisme économique, ce qui est un beau terme. On parle beaucoup de réindustrialisation de la France. La réindustrialisation, c'est pas uniquement le fait de refaire venir des industries, c'est aussi pousser de nouvelles typologies d'industries, ce qu'on appelle aussi les startups industrielles. Une multitude d'outils, certains sont du financement, pas forcément du bon argent quand c'est de la subvention. Par contre, d'autres sont locaux. Enfin, je conclurai sur l'un des plus beaux outils qu'on a, puisque le marketing est important, c'est celui des 120 plus belles boîtes nationales. On en a 5 en région de France, on peut en être très fiers. Exotech, Coptalis, Sarbacane pour les plus anciens, Innovafeed et 52 Entertainment. On a une feuille de route incroyable. Et Sébastien, tu sais que je suis toujours en retard, donc tu vas me laisser 30 secondes de plus, j'en suis sûr. On a réussi à fédérer quelque chose, en tout cas un état d'esprit. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on a un lien avec très, très ancré, depuis que mon parrain Alain Mailleux m'a fait découvrir le comité Grand Lille il y a presque 15 ans, c'est l'état d'esprit. On est tous égalitaires ici, peu importe son grade, sa qualité, on travaille ensemble pour une direction commune. On a réussi à dupliquer cela en créant la Semaine du numérique Hauts-de-France, un peu à l'instar de la Semaine de l'industrie, pour redorer les métiers de l'industrie. Là, c'est pour plutôt attirer vers le métier de la tech. Donc c'est du 20 au 25. Il y a 150 manifestations par 100 partenaires, partout sur le territoire des Hauts-de-France, 50 en métropole, 50% en dehors de la métropole. Et enfin, on est les premiers soutenus par Bercy à faire le salon qui va marier la tech et l'industrie, Tech and Fab Summit. Restez avertis, ce sera en novembre pendant la semaine de l'industrie. Un grand merci. Merci Sam. Et la French Tech joue ce rôle de lien entre l'île et les autres territoires. Vous voyez le lien avec le sujet du jour. Là, on est dans une période et dans une séquence peut-être un petit peu plus émotionnelle. Qui aime le vélo ici dans la salle? Vous pouvez lever la main? Ouais. Et qui a déjà fait l'île Ardelot? Ah, il y en a moins, hein. Il y en a moins, mais j'en vois quelques-uns, je les reconnais. Dominique, tu vas venir nous parler de l'île Ardelot.
Et on ne peut pas évoquer l'île Ardelot sans évoquer son créateur qui Son nous a quittés. réinventeur, oui. Malheureusement, il y a 6 semaines, Philippe Crépel a décidé de partir pour un autre voyage. Et son fils, un mois avant, qui est Marc, qui était son bras droit sur cette merveilleuse randonnée qu'est l'île Ardelot. Nous nous sommes réunis, évidemment, quelques amis de Philippe, ainsi que les forces vives de l'île Ardelot. Et nous avons créé un commando avec un comité de soutien très actif. Jean-Marie Leblanc, ancien directeur de la Société du Tour de France, Jean Réveillon, ancien directeur de France Télévisions du service des sports, Cédric Vasseur, Laurent Desbiens, Marion Rousse, j'en passe et des meilleurs. Il était hors de question que cette épreuve disparaisse avec son créateur. Donc, nous avons annoncé en début de semaine que l'île Ardelot 2023 continuera. Alors, l'île Ardelot, c'était l'année dernière 8500 participants entre 12 et 90 ans, rendez-vous compte. C'est une randonnée famille ouverte aux amateurs. C'est une randonnée, c'est pas une course. C'est la plus grande randonnée cycliste de ville à ville de France. Ça fait partie maintenant de notre patrimoine et il est de notre rôle de le faire perdurer. C'est aussi une façon formidable de découvrir tous ces paysages magnifiques qui sont dans le Nord et le Pas-de-Calais. C'est également une épreuve qui est, bien entendu, sous l'égide du sport santé, et Dieu sait si c'est important. Voilà, je voudrais simplement vous donner mon mail à vos crayons, parce qu'il n'apparaît pas. C'est dominique@lille-ardelot.com. Voilà, on a simplement aussi besoin de vous, parce que, évidemment, le défi est colossal. Donc, je compte sur vous pour nous soutenir. Il y a des packs qui commencent à 1 500 €. Faites courir vos collaborateurs. Il y a de la visibilité. Il y a plein de choses. Il y a quand même des milliers et des milliers de participants. Je compte sur vous. Merci. Et je propose qu'on fasse juste quelques dizaines de secondes d'applaudissements pour Philippe, qui a été un fidèle militant. Merci. Merci pour lui. Sébastien, entre l'île Ardelot et Paris-Lille, il n'y a qu'un pas, mais je ne suis pas sûr que tu le fasses à vélo. Non, ou en vélo électrique. Dis-nous pourquoi tu es là ce matin. Bonjour à tous. C'est pas pour parler de la nuit du bien commun, ça c'est après. Non. Donc mon nom est Sébastien Huyghe, j'ai été pendant 20 ans député du Nord et j'ai quitté le côté obscur de la force pour aller vers le côté économique puisque j'ai créé une étude de notaire à Paris. Et donc avec 3 complices, Éric Dutilleul, Thomas Descriveur et Jean-Pierre Nacry, on a décidé de relancer le Grand Lille à Paris qu'a animé pendant des années avec brio Jean-Pierre. Et donc, et comme dans cette maison, il faut toujours voir plus grand, on a décidé de le transformer en Hauts-de-France à Paris. Et donc, on a trois objectifs. Un, rendre à notre région ce qu'elle nous a apporté en faisant la promotion. La deuxième chose, c'est attirer des entreprises vers notre région pour y créer de la richesse et de l'emploi. Et puis la troisième, c'est aider des entreprises de la région à venir à Paris pour se développer en créant du réseau, du business ensemble, créer une solidarité finalement, puisque pourquoi est-ce que des entreprises originaires de notre région, quand ils ont besoin d'autres entreprises, ne feraient pas appel avant tout à des entreprises originaires de chez nous, plutôt qu'à d'autres. Alors pour cela, on va s'appuyer sur tous ceux qui sont originaires de la région des Hauts-de-France et qui sont venus s'installer à Paris pour se développer, ou bien ceux qui sont passés par la région et qui ont eu un coup de cœur pour notre région. Vous savez, ces fameuses personnes qui ont pleuré 2 fois, qui sont venus et qui sont repartis et qui ont envie de travailler avec nous. On va s'appuyer aussi donc sur les milieux de l'entreprise, sur les milieux culturels, sur les milieux de l'enseignement. Il y a aussi un certain nombre de hauts fonctionnaires qui sont à Paris et qui sont originaires de la région. Et puis
finalement, sur, comme le dit la chanson, sur tout ce qu'ils veulent, tous ceux qui veulent continuer cette petite flamme des Hauts-de-France à Paris. Pour ça, on a le soutien de Jean-Pierre Le Tartre, on a aussi le soutien de Xavier Bertrand. Et si vous voulez participer à l'aventure, moi aussi je vais donner une adresse mail qui est très simple à retenir. C'est Hauts-de-France à Paris tout collé, sans majuscule, sans accent, Hauts-de-France à Paris tout collé, @gmail.com, et vous nous envoyez un petit mail pour dire que vous voulez participer au renouveau du Grand Lille à Paris qui devient les Hauts-de-France à Paris. Merci de votre attention. Les ch'tis sont sur la place de l'Étoile. Voilà. Merci Sébastien. Merci à chacun. Vous pouvez gagner vos places. Pendant que Jean-Pierre se prépare pour introduire la séquence du jour, je voulais juste vous faire une petite piqûre de rappel sur cette nuit du bien commun. Vous vous souvenez que l'année dernière, on avait lancé cette soirée. 426 000 € qui ont été levés en 2 heures. La prochaine soirée, qui sera la 2e édition, a lieu mardi 4 avril à 19 h. 10 projets vont être pitchés. Vous connaissez le principe, hein, c'est une soirée de levée de dons. Vous avez 10 projets qui viennent pitcher chacun leur histoire et leur aventure en 4 minutes. Et ensuite, vous levez un panneau pour dire « Moi, j'ai envie de leur donner 100 €, j'ai envie de leur donner 500 €, j'ai envie de leur donner 5 000 €. » Déduction fiscale au passage. Et je vous recommande de le faire parce que là aussi, c'est du terriprenariat, Jean-Pierre, hein, parce que c'est comment est-ce que nous sommes tous impliqués dans le soutien d'œuvres qui contribuent au rayonnement et au développement et un peu à l'excellence de ce territoire. À toi la parole, Jean-Pierre. Bien, on va rentrer donc dans notre thématique de ce matin. Je vous rappelle que nous allons fêter les 30 ans du comité Grand Lille et que pour ça, on a décidé de réfléchir, de re-réfléchir, de repenser, au fond, la question des communautés sur des territoires et sur l'engagement dans des projets. Alors pour ça, il y a un certain nombre d'étapes et de travaux qui sont lancés déjà, hein, qui ont déjà démarré. Et au fond, on a décidé d'appeler l'ensemble de ce programme « Génération Grand Lille ». Okay, qui va durer toute la saison, enfin jusqu'à fin décembre 2023, à la fin de cette année, à partir de maintenant jusqu'à fin décembre, et qui en fin de compte a pour objectif de voir au fond ce qui est toujours valable pour un mouvement comme le Comité Grand Lille et ce qui a changé. C'est ça l'objectif principal. Donc on a 2 chantiers qui ont été lancés. Il y a un premier chantier sur que s'est-il passé dans le Grand Lille depuis 30 ans, un travail qui va être fait par l'Agence de développement et d'urbanisme, et je remercie Didier et toutes les équipes de leur disponibilité pour faire ce travail, et aussi qui sera dirigé par un ex de la DUM, mais qui est très proche, toujours que vous connaissez bien, qui est Thierry Barre. Et un deuxième travail qui va être un benchmark réalisé dans 5 villes européennes, que sont Turin, Bilbao, Stuttgart, Manchester, Rotterdam, où des étudiants de la chaire Métroforum de l'Université de Lille, et merci à l'Université de Lille, ont mis à disposition donc 4 ou 5 étudiants, 5 étudiantes d'ailleurs, qui vont aller dans ces villes et voir ce qui s'est passé et comparer. Donc, fort de ce travail, ce qu'on a fait, ce qui se passe ailleurs, on pourra réfléchir à notre demain. L'objectif, il ne s'agit pas de dire, il s'agit pas de faire le bulletin de notes de ces 30 dernières années. Ça n'a aucun intérêt. L'objectif, c'est de dire, au fond, fort de ce qu'on a vécu, de ce qu'ont vécu les autres, et des évolutions de l'environnement, comment on peut se projeter dans les 30 ans qui viennent. C'est ça le travail qui va être mené. Donc on aura le résultat de ces chantiers d'ici le mois de cet été d'ailleurs, hein, ou à la rentrée, si c'est exact. Et on en travaillera pour achever une réflexion d'ici décembre 2023. Voilà le programme auquel vous serez associés, bien sûr, et qui va nous occuper et qui, je pense, est extrêmement important. Donc on a commencé... Pour faire le point de départ de lancement, on a commencé par une question forcément provocatrice, à laquelle, d'ailleurs, on n'a pas l'intention de donner une réponse blanc ou noir, oui ou non, mais on a trouvé que c'était intéressant de commencer par cette question et d'éclairer cette question par des experts, des universitaires, des économistes qui sont des spécialistes du sujet pour
pour qu'ils donnent leur éclairage. Bien entendu, c'est leur éclairage qu'on peut discuter, challenger, échanger. Bien évidemment, le débat est ouvert et on va commencer. Donc c'est l'objet de ce matin, avec 2 belles tables rondes que Sébastien va animer, sur ce thème de la métropolisation. Au fond, quel est son rôle? Comment ça joue demain? Est-ce que, au fond, ce qui a guidé la création du comité Grand Lille il y a 30 ans, est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? On peut se reposer. On est vraiment dans une, vous savez, comme dans une entreprise quand elle lance une revisite de sa stratégie. On se repose des questions un peu fondamentales, mais c'est bien de se les poser avant de repartir pour les 30 années qui viennent, auxquelles j'espère nous serons tous là pour dire qu'est-ce qu'on a fait au bout des prochaines années. Bon, voilà. Donc c'est ça l'objet de ce matin. Éclairage pour nourrir nos travaux sur les 30 ans, Génération Grand Lille maintenant, puisque c'est le nom du projet. Donc on démarre. Sébastien, c'est à toi. Parce que toi, dans 30 ans, tu seras encore là, toi. Dans 30 ans, je serai encore là, Ouais. mais avec toi. Ça, pas je de suis pas problème. sûr. Pas de problème. Ça, Pas de c'est problème. moins sûr. Mon vieux. Alors, on est parti. Donc, je propose que Nadine, vous nous rejoigniez. Et comme ça, on va enchaîner. On a pris un petit peu de retard. L'idée, c'est d'avoir 2 interventions de Nadine que je vais présenter et ensuite de Marc Dumont. Et puis, on passera à l'échange parce que quand on a lancé ce thème, j'ai reçu énormément de messages de certains nombre d'entre vous qui disaient « Mais attends, t'es en train de casser un dogme, là. Qu'est-ce que vous faites, les gars? À quoi vous jouez ?» Eh ben ouais, peut-être. Nadine Levrato, vous allez vous présenter, mais vous êtes, on dit directrice de recherche, ou en tout cas vous êtes chercheur, directrice de recherche, et vous dirigez un laboratoire qui s'appelle Economics, 200 chercheurs, sur la thématique de l'économie, mais vous avez aussi beaucoup travaillé sur la thématique des métropoles. Et on est parti pour une 20aine de minutes pour nous expliquer c'est quoi cette séquence des métropoles triomphantes aux écosystèmes territoriaux. La zapette est là-bas, je vais vous la donner. Comme ça, vous allez pouvoir gérer vos slides. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de m'avoir invité devant cette grande assemblée pour parler en effet de la question des métropoles. Alors Sébastien m'a parfaitement présenté, je ne vais pas en dire davantage, sauf que peut-être j'ai en effet travaillé sur les relations entre les métropoles et les territoires avoisinants et que j'aborde cette question en économiste, c'est-à-dire d'un point de vue quantitatif et pas forcément avec beaucoup d'éléments de nature qualitative, culturelle, état d'esprit, etc. Donc, je vais commencer en bon économiste à poser une hypothèse. Supposons que nous soyons tous d'accord sur ce qu'est une métropole, ce qui est quand même un sacré défi. Et on va considérer, enfin je vais considérer que la métropole se définit non pas au niveau de ses frontières institutionnelles, puisque on sait que ce sont des purs construits quasiment juridiques, mais qu'elle se définit par rapport aux zones d'emploi qui la constituent, d'accord, pour avoir une vision socio-économique de la question. Alors, première étape, la doxa sur les métropoles. On est tous assez au courant que pendant plusieurs années, l'idée ou la théorie du ruissellement, qui a été construite sur un coin de table, a aussi été appliquée sur le plan spatial et que France Stratégie en tête a présenté l'idée que les métropoles allaient ruisseler sur les territoires avoisinants. Alors, d'une certaine façon, ils avaient raison. Entre 1975 et 1992, on voit ce triomphe des métropoles avec une concentration de l'évolution de l'emploi dans les plus grandes villes, les barres en vert sur mon graphique. Ce phénomène de métropolisation qui n'a pas toujours été là, mais qui s'accentue dans le temps au point que on a adhéré à l'idée qui est directement transposée des États-Unis, suivant laquelle les métropoles constituaient l'alpha et l'oméga du développement local, c'est-à-dire big
était beautiful, et en dehors de la métropolisation, il n'y avait point de salut, puisqu'on devait initier un développement en tâche d'huile, d'une certaine façon. Et cette tendance, statistiquement, était à peu près vérifiée, puisqu'on voyait une concentration et une accélération des créations de l'emploi dans les plus grandes unités urbaines par rapport aux unités urbaines de taille plus petite, et quel que soit le type d'emploi, cette relation était vérifiée. En parallèle à cette accélération de la croissance dans les métropoles, on a eu un phénomène de polarisation et de diffusion. On voit ici figurer sur la carte, en rouge foncé, les territoires sur lesquels il y a eu donc ce phénomène que j'appelais de diffusion en tache d'huile. Il apparaît plus fortement en certains lieux que dans d'autres, la couronne parisienne, la côte méditerranéenne, autour de Bordeaux, de Toulouse. Je ne ferai pas de commentaires sur Lille. Vous voyez aussi bien que moi que ce n'était pas aussi marqué que sur d'autres territoires. Et l'idée, c'est que, en plus de ce phénomène de métropolisation et de polarisation, on avait des disparités territoriales, des inégalités territoriales qui se creusaient, et une forme de spécialisation des fonctions. Les espaces métropolitains, c'était là où on produisait, où on créait de la valeur ajoutée, où on contribuait au PIB. Les espaces périphériques, c'était là où on dépensait, où on profitait, entre guillemets, des transferts qui venaient du cœur des métropoles, et où donc il y avait des revenus. Dans un cas, il y avait de la production, dans l'autre cas, il y avait de la consommation. Hop. Et donc, de ces constats, on a fait une règle d'action. Et donc, on est passé de l'heuristique au normatif. C'est-à-dire, il fallait agir pour augmenter la puissance de ce moteur et donc accélérer ou renforcer le processus de métropolisation. Beaucoup d'études empiriques qui ont été faites par tout un tas de chercheurs à travers le monde, avec évidemment, comme dans tous les domaines, des publications américaines dans les meilleures revues qui confirment ce développement avec un effet gradient. Hein. Plus on s'éloigne de la métropole, moins la dynamique économique est faible. Conforté aussi par les analyses de la productivité, valeur ajoutée par emploi, qui est supérieure dans les services à forte intensité en connaissances localisés au cœur des métropoles, et donc on avait confirmation d'une certaine façon de cette théorie des économies d'agglomération qui est scellée dans le marbre par une publication reprise par France Stratégie, reprise par le Conseil d'analyse économique de Philippe Askenazi et Philippe Martin. Je lis: le premier volet d'une politique de territoire est de favoriser les gains de productivité liés à la concentration spatiale des activités en prévenant les effets de congestion dans les métropoles. Donc on fait le Grand Paris Express, on fait des métros, on fait des trains, etc. L'avantage, selon les promoteurs de cette politique, c'est qu'il y a des effets redistributifs. Ce qui va bien dans les métropoles retombe sur les territoires avoisinants à travers l'amélioration du marché du travail, des formes de spécialisation spatiale qui permettent de faire jouer les complémentarités. Sauf que ces tendances moyennes ne résistent pas à une analyse plus détaillée des différentes métropoles, en tout cas sur le cas français. Alors là, c'est un peu tôt, mais bon, je vais vous demander de réfléchir un petit peu à un concept. Sur ce graphique, on projette les différences de variation de l'emploi sur les zones d'emploi métropolitaines sur l'axe des X, horizontal, par rapport à la variation de l'emploi sur les territoires avoisinants, axe des ordonnées, Y, vertical. Et donc, prenons l'exemple de Lille. Entre 2015 et 2019, l'emploi sur la métropole de Lille ne varie pas. Hein, on est sur 0, mais il diminue de 2%
dans les zones d'emploi qui jouxtent l'île, d'accord? Donc, on a au nord-est les métropoles qui se comportent comme il le faudrait, comme la théorie le dit. Nantes, Bordeaux, Rennes, ce sont des métropoles qui vont bien, entourées de territoires qui vont bien. De l'autre côté, Metz, Clermont, Orléans sont des métropoles qui vont mal, au cœur de territoires qui vont mal. Des cas atypiques, Marseille, Grenoble, où la métropole va mal alors que les territoires autour de la métropole vont bien, et de l'autre côté, des métropoles qui vont bien avec des territoires autour qui vont beaucoup moins bien. Donc vous voyez que le schéma de la métropole triomphante, déjà, il est limité par rapport à la diversité des métropoles, en tout cas en France. Et il y a les mêmes travaux dans d'autres pays, en Grande-Bretagne notamment, où j'ai envie de dire c'est encore pire. Les chocs également ne sont pas subis de la même manière par les métropoles. J'ai pris la différence entre 2019 et 2020 et on voit là que d'abord les métropoles n'ont pas évolué au même rythme. Bordeaux, Nantes ont mieux résisté que Nancy, Saint-Étienne ou Metz, mais que finalement les territoires avoisinants ont moins été choqués par le Covid, parce qu'ils avaient des économies plus diversifiées, plus résilientes, et que les mesures d'aide qui ont été mises en place ont permis d'atténuer l'ampleur du choc. Alors je précise que ce que vous voyez ici, donc ces variations de l'emploi sur des périodes différentes, purge l'effet de la composition du portefeuille d'activité. C'est vraiment ce qui est spécifique au territoire, indépendamment des activités qui y sont présentes. Alors, j'ai parlé du lien entre les métropoles et les territoires avoisinants. Avec la DULM, nous avons creusé la question de la place de l'île par rapport à l'ensemble de la région Hauts-de-France. Et nous avons calculé ce qu'on appelle des effets de débordement, qui sont des indicateurs qui permettent de voir s'il y a co-développement ou pas entre des territoires proches, et s'il y a co-développement, quel est le type de co-développement qu'il y a. Est-ce que ce sont des territoires qui s'entraînent vers le haut mutuellement, ou est-ce que ce sont plutôt des territoires qui renforcent ou partagent leurs difficultés? En rouge, quand ça va bien, donc quand on a un développement de type plus, je suis un territoire fort à côté d'un territoire fort. En bleu, des territoires qui renforcent leurs difficultés mutuelles. Donc je suis un territoire en difficulté et je partage mes difficultés avec mon voisin. En gris, il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de co-développement territorial. Si on regarde juste la région des Hauts-de-France, vous voyez que principalement, on a des zones qui partagent leurs difficultés sur la période 2009-2016. Si, en revanche, on prend un périmètre plus large, là, on découvre des choses beaucoup plus surprenantes. Donc, la partition France-Belgique, avec de part et d'autre de la frontière des profils de dynamique territoriale différents, de type fort en Belgique, je caricature, hein, et de type faible de l'autre côté de la frontière. Et la frontière en gris, donc les zones d'emploi de Lille, Roubaix-Tourcoing, Tournai, etc., vous connaissez mieux la région que moi, jusqu'à Dunkerque, ne parviennent pas à fédérer ou à servir de pont entre ces deux mondes économiques. C'était un des problèmes que l'on avait pointé avec Thierry qui pilotait l'étude.
Alors, comment ça se passe? D'abord, le développement territorial, c'est compliqué. Il ne suffit pas de concentrer plein d'activités sur un même lieu pour que, comme par enchantement, ces effets de ruissellement, ces économies externes d'agglomération s'opèrent. Il y a plusieurs ingrédients pour faire du développement territorial. Du plus inerte, les institutions et les structures, au plus malléable, les entreprises. Et c'est ça qui explique différents types de performances, la variation de l'emploi, la variation du nombre d'établissements, la productivité, on pourrait prendre le revenu par tête, etc. Donc ces ingrédients internes au territoire agissent ou interagissent entre eux et c'est la cohérence entre ces différents facteurs qui va faire qu'on a plus ou moins de développement territorial. Mais les territoires ne sont pas des îles, et il faut regarder évidemment ce qui se passe autour et quel type d'interrelation spatiale un territoire entretient avec ses voisins. C'est ce que représentent donc les petites flèches autour. Soit le territoire centre diffuse vers les territoires voisins, soit il y a un double effet, soit ce sont les territoires voisins qui viennent finalement à l'appui du développement du centre, soit, comme on l'a vu dans le cas de la carte des Hauts-de-France que j'ai projetée, eh bien, il n'y a quasiment pas d'interrelation. Ça ne veut pas dire que les gens ne se parlent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation domicile-travail, par exemple. Ça veut simplement dire que ça ne suffit pas à générer une dynamique commune entre les deux territoires. Donc je n'ai pas dit qu'il ne se passait rien, j'ai dit que ce qui se passe ne suffit pas à entraîner plus que le hasard ce que l'on observe au cours d'une période donnée. C'est un défi pour les politiques publiques, bien sûr, puisque l'animation du territoire, on l'a vu lorsqu'on a calculé les effets locaux, fait partie des éléments difficilement mesurables, mais fait partie des éléments qui expliquent la performance globale. C'est ce qu'on appelle les invisibles aussi, puisque on n'a pas de base de données sur la qualité de la gouvernance et ce genre de choses. Alors, je vais aller vite, on pourra revenir dans la discussion. Vous avez encore le temps. J'ai encore le temps. Vous avez encore le temps, allez-y. Ah, bon, bah, merci beaucoup. Ça m'a troublée du coup. Les recommandations qu'on peut exprimer par rapport à la difficulté que l'on peut observer dans les territoires, c'est qu'il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut agir, on peut agir pour enclencher une dynamique. En d'autres termes, laisser jouer uniquement les forces du marché ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que, on le voit, vous avez dû l'expérimenter aussi, il ne suffit pas que deux entreprises soient côte à côte pour qu'elles coopèrent. Il faut une volonté des acteurs. Bien, vous multipliez ça à l'échelle d'un territoire, c'est exactement la même chose. Le marché ne suffit pas à enclencher les coopérations. Donc ça s'active. Premier élément, activer les coopérations entre acteurs. Ça veut dire entre acteurs publics et privés, bien sûr, mais également entre acteurs privés et entre acteurs publics pour avoir une cohésion territoriale des réseaux, comme ce qui se passe ici. Deuxième élément, mobiliser les ressources, c'est-à-dire faire l'inventaire de ce qu'il y a et faire évoluer ces ressources, les politiques de gestion des emplois et compétences, l'ingénierie pour la prospective, tous ces éléments qui permettent de tracer une feuille de route. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de la suivre pas à pas, mais il vaut mieux avoir un plan et en changer en cours de route que partir de manière complètement non planifiée. Troisièmement, des portefeuilles d'activités structurés. Lorsqu'on regarde les tableaux d'échange interindustriels, en France et les quelques TEI qui ont été faits dans certaines régions, il y a un élément qui est marquant, c'est que beaucoup de secteurs n'ont pas de relation entre eux, c'est-à-dire qu'il y a des zéros, pas d'achat, pas de vente. Et ça, c'est un problème parce que les secteurs isolés sont beaucoup plus fragiles
est beaucoup plus mobile, donc plus sensible à la délocalisation, que lorsque vous avez un maillage, un ancrage des différentes activités. Alors comment les générer? Par deux vecteurs, soit générer des activités sur des domaines qui sont proches les uns des autres, donc c'est plus ce qu'on appelle de la variété reliée, soit au contraire travailler sur les complémentarités. Par exemple, des entreprises de technologie numérique qui travailleraient avec des unités qui font plutôt de la recherche et du développement. Voilà, on peut prendre beaucoup d'autres exemples et ensuite se projeter sur le long terme. Il n'est de vent favorable pour qui ne connaît pas son port, hein, citation de Sénèque. Ben là, c'est pareil. Il faut savoir où on va, quitte à changer de destination parce qu'on a un choc externe qui peut se produire. Donc, on est aujourd'hui revenu des politiques de prêt-à-porter qui devaient s'appliquer partout et qui étaient illustré jusqu'à la caricature à laquelle même France Stratégie a renoncé en 2017. Je me souviens très bien des circonstances dans lesquelles le commissaire de France Stratégie a dit « Ah mais oui, la macro c'est bien, mais il y a aussi de l'économie régionale ». Donc on est aujourd'hui sur des schémas qui favorisent les place-based policy, c'est-à-dire les politiques territorialement définies. Et ça, c'est un credo aussi bien européen que l'on observe dans des déclinaisons nationales. Ça veut dire qu'au lieu de faire du prêt-à-porter, il faut faire du sur-mesure en analysant en profondeur les schémas de développement territoriaux et les études empiriques, là encore, qui ont été faites à la London School of Economics, notamment par Rodriguez Pose, montrent que ces politiques sont localement et régionalement plus efficaces que les grandes politiques macro ensemblistes, parce qu'il y a une action au plus près du terrain et parce qu'il y a un meilleur contrôle finalement des bénéficiaires de ces politiques et notamment un contrôle social. Et enfin, là, on est quand même confronté après le Covid, à des grosses questions qui vont orienter les politiques. Je les ai listées en bas de la diapo. Comment gérer cette transition écologique à l'échelle du territoire, à l'échelle des entreprises? On est confronté à de l'incertitude, hein, donc difficile de faire des modèles probabilistes à ce sujet. On connaît les tendances, mais on ne sait pas à quoi va ressembler l'entreprise dans 20 ans. On sait qu'elle ne sera pas comme aujourd'hui, mais comment sera-t-elle? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Quels sont les impacts locaux d'un changement climatique global? Comment ça va se traduire sur les ressources par rapport à la hausse des températures, par rapport au manque d'eau, etc. Et surtout, comment convaincre tous les acteurs économiques que c'est une question qui se pose non seulement pour les autres, pour les territoires, mais aussi pour eux, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de faire leur transformation, et ceux qui ne partent pas maintenant vont avoir un retard, le retard du non-innovateur par rapport à l'innovateur. Et là, il y a déjà des mesures du retard à l'allumage, ou des effets négatifs de ce retard à l'allumage sur les entreprises. Donc voilà, très, très rapidement, une présentation, et puis évidemment, je crois qu'un échange est prévu pour qu'on puisse développer certains points si vous le souhaitez. Merci beaucoup Nadine. On va faire un échange tout à l'heure, donc on pourra lui poser toutes les questions et revenir sur un certain nombre de sujets.
si vous avez envie d'avoir les slides, évidemment, on pourra vous les passer. Et puis je vous renvoie aux travaux qui ont été conduits par la DULM. Merci Didier et toutes vos équipes, puisque je crois qu'il y a des publications qui ont été mises à disposition. Donc je crois que vous pourrez compléter ces informations. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect, chère Nadine, pour des gens comme vous qui bossent depuis 20 ans sur ces sujets et qui ont la capacité de résumer 20 ans de travail en un quart d'heure. Donc franchement, bravo. Merci. Marc Dumont, j'ai envie de dire, même exercice, puisque toi tu diriges la chaire Métroforum et tu diriges l'école d'urbanisme et d'architecture et de paysage de Lille, si je ne me trompe pas, à l'université de Lille. Et là, avec toi, on va évidemment s'ancrer un peu plus localement, parce que tu es ici à Lille, et on va se poser cette question-là, hein, qu'est-ce qui était vrai avant, qu'est-ce qui ne sera pas vrai demain, et vers quel modèle on va, et ce qui ouvre un peu le débat. À toi la parole, Marc. Merci Sébastien, bonjour à tous. Merci à Sébastien, Jean-Pierre pour votre invitation. Oui, je vous propose peut-être de poursuivre la discussion autour des différents défis qui se posent de façon un peu plus concrète à notre métropole de Lille. Alors je précise, je suis directeur adjoint de l'Institut d'aménagement, d'urbanisme et de géographie de Lille et non de l'école d'architecture. C'est important parce que ça a un lien avec le sujet qu'on a ce matin, puisque dans cet institut, historiquement, a été mis en place par quelqu'un qui s'appelle Charles Gachelin, et qui a travaillé avec Francis Hamp autour des 10 commandements de la métropolisation. Et donc, on pourra éventuellement revenir dans la discussion sur ces 10 commandements et la façon de les réinterroger aujourd'hui. Alors, sur quoi repose cette métropolisation? Alors déjà, quels sont les piliers? Il faut peut-être revenir un peu sur les piliers de la métropolisation. Notre métropolisation, elle repose sur 3 piliers. Un pilier institutionnel, une métropolisation institutionnelle avec les politiques d'équipement, d'habitat, avec aussi des points de vigilance sur l'intégration des territoires, sur leur cohésion des territoires. Elle repose évidemment sur la métropolisation fonctionnelle, donc toute la dimension économique, d'attractivité, de développement économique, mais aussi de recherche de nouveaux gisements de foncier. On sait ce qui se passe aujourd'hui, l'effervescence qu'il peut y avoir aussi autour des questions des friches, et évidemment autour du développement des emplois et des métiers. Et c'est aussi bien sûr une métropolisation territoriale, parce que cette métropolisation, elle est faite aussi par les habitants qui y résident, avec leur transition démographique, celle qu'on connaît dans les Hauts-de-France, mais aussi avec évidemment des questions qui concernent les revenus et aussi les désirs de mobilité et d'accessibilité des habitants, les façons de se déplacer. Donc la métropolisation, c'est ces 3 piliers qui fonctionnent bien quand ils sont bien équilibrés, mais quand il y en a un qui ne fonctionne pas bien, c'est l'ensemble de l'équilibre de la métropolisation qui est réinterrogé. Et donc cette métropolisation, elle est le résultat évidemment de choix qui ont été pris hier, dont les 10 commandements sur lesquels on pourra revenir, mais effectivement, ces choix, ils ont été l'idée d'investir dans les années 90, 93 même exactement, investir dans les moteurs du développement économique. C'était évidemment Euralil, les pôles de compétitivité. Et donc, évidemment, ce que ces moteurs ont généré, c'est aussi des contrastes sociaux importants. Évidemment, c'est facile aujourd'hui d'opposer la métropole et les territoires périphériques. Évidemment, la situation est beaucoup plus complexe que ça dans les Hauts-de-France. On sait qu'il y a des territoires qui sont globalement dans la moyenne générale en termes de richesse. C'est notre métropole proprement dite. On sait aussi qu'il y en a qui se portent très bien en périphérie, certains territoires que vous voyez bien sur cette carte. Et puis évidemment, on a des territoires en peine. On peut penser aux bassins miniers et à d'autres territoires aussi qui sont en difficulté. Donc ça, c'est important parce que on ne peut pas simplifier le débat entre la métropole qui concentre les emplois et les richesses. Il ne faut pas oublier que les richesses aussi, c'est celle des revenus et aussi c'est celle des habitants qui habitent ailleurs qu'au cœur même de la métropole. Donc ça, c'est évidemment un premier sujet. Par rapport à ça, ce qui a peut-être évolué depuis 1993, c'est qu'on est aussi dans un cadre de métropole très singulier, unique en France, on peut le dire, qui est une métropole avec une ville-centre finalement d'une taille qui n'est pas si importante que ça, et donc une métropole qui a eu très vite à réfléchir à la façon de travailler avec les autres. Elle l'a fait à différents moments. Elle l'a fait notamment en 2004 avec l'appel à coopération de la DATAR. Et puis, elle a fait aussi dans le cadre de la réflexion qu'on avait eue avec le Commissariat général à l'égalité des territoires sur les systèmes métropolitains intégrés et la réflexion de travailler aussi comment est-ce qu'on peut travailler et s'articuler avec l'environnement général, avec l'environnement régional.
Donc l'appel à coopération de 2004, c'était une réflexion sur l'équilibre, le rééquilibrage entre la métropole et notamment la métropole et le bassin minier, alors que les connecteurs, on ne voit pas le terme mais c'est pas grave, 2016 c'est un travail sur les connecteurs, ce que Pierre Vels aussi appelle la métropole France. C'est aussi l'idée de se rappeler qu'on n'est pas seul à Lille, on existe aussi, la métropole existe aussi dans ses interactions avec un système métropolitain qui est un système métropolitain français. Alors, évidemment, ce qui a changé depuis, il y a un certain nombre de choses qui ont changé depuis. Première chose, évidemment, Nadine l'évoquait, un choc sanitaire. Le choc sanitaire, la crise sanitaire ont créé chez nos concitoyens beaucoup d'aspiration à vivre un peu plus chez eux, en périphérie parfois, et parfois à moins se déplacer sur la métropole. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est évidemment, elle a posé aussi des sujets de réindustrialisation, parce qu'on s'est rendu compte que nos chaînes d'approvisionnement étaient évidemment très fragiles. Deuxième crise, deuxième choc, on va dire, c'est le choc géopolitique. On dit entre nous, oui, Lille, métropole agricole, 43% de son territoire agricole, mais jusqu'à quand? Les chiffres du recensement général agricole qui commencent à être publiés ne sont pas forcément rassurants. Il y a quand même un tiers des exploitations qui ne trouvent pas repreneur sur la métropole de Lille. Donc là, on a un vrai sujet important. Première question que révèlent ces chocs géopolitiques sur les approvisionnements alimentaires. Et deuxième, évidemment, c'est le choc énergétique. Un choc énergétique que l'on connaît tous. Et donc, un des problèmes majeurs avec lesquels on va avoir affaire, c'est que sur notre territoire, de façon très simple, je prends un exemple très concret, sur le plan alimentaire, on sait qu'on produit, on sait qu'on consomme et on sait qu'on transforme, mais il se trouve que ces trois systèmes sont très cloisonnés les uns des autres, les uns par rapport aux autres. Et donc parfois, les pommes de terre que l'on consomme, on sait qu'on produit des pommes de terre, mais les pommes de terre qu'on consomme ont été transformées très loin de chez nous, et parfois elles n'ont même pas été produites chez nous. Il en est de même pour la viande, qui parfois parcourt plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Et donc ça, c'est un enjeu qui est un enjeu majeur. Il en est de la même façon pour les déchets. Vous savez que nos cartons partent en Chine et puis reviennent aussi chez nous. Et donc ça, il y a un véritable défi un peu auquel notre métropole est confrontée aujourd'hui, alors qu'on était peut-être moins sensible auparavant. Enfin, évidemment, le troisième choc, c'est le choc écologique et nos nouvelles vulnérabilités. Alors, vous avez tous entendu parler du scénario à plus 4 degrés, du GIEC. Effectivement, les épisodes de canicule et de croissance du risque climatique qui imposent un véritable sujet assurantiel. Est-ce qu'on assurera demain, dans des épisodes de sécheresse et de canicule accélérés, les risques gonflement argile auxquels on est particulièrement confronté ici aussi dans le Nord et dans notre métropole? Premier sujet. Deuxième sujet, c'est évidemment les tensions sur les ressources fragiles de notre territoire, notamment l'eau, le SDAGE et les questions de sécheresse qui visent à réguler ces questions d'eau. Et puis évidemment, l'air, le climat, comment est-ce qu'on va pouvoir se déplacer mieux dans notre métropole, dans une métropole qui est une métropole interface, qui reste une métropole interface, qui était vrai, mais qui le reste encore aujourd'hui. Évidemment, c'est ce que montre un peu cette image-là, tirée du SDAGE. On a une très forte pression sur la ressource en eau, sur la métropole de Lille, et on est donc très fortement dépendant, notre métropole est aussi vulnérable, parce que très fortement dépendant aussi par rapport à des bassins d'approvisionnement en eau potable. Alors, au fond, et je terminerai peut-être là-dessus, puisque Nadine a évoqué les questions de prospective qui sont absolument majeures pour notre territoire. Au fond, comment est-ce qu'on peut faire et quels sont les meilleurs moyens aussi de se projeter demain pour notre métropole? D'abord, évidemment, il y a 4 ou 5 défis pour notre métropole demain. Premier défi, vous l'avez compris, c'est pour moi, il me semble, repenser notre façon de produire, avec aussi l'exploration de modèles d'économie circulaire, d'écologie industrielle, d'écosystèmes, de susciter, de stimuler des écosystèmes d'acteurs. Deuxième sujet majeur, évidemment, repenser la façon de s'alimenter. Est-ce qu'il y aura des changements de régime alimentaire? Est-ce qu'on mangera moins de viande? Est-ce qu'on mangera différemment? Revaloriser, évidemment, soutenir aussi l'activité agricole. Il y a évidemment le défi de la dimension recarbonée, décarbonée, recarbonée, la transition énergétique, qui est un facteur d'innovation très important, de comment est-ce qu'on va un peu plus loin dans les transitions de mobilité. Bien sûr aussi, comment est-ce qu'on va transformer notre façon d'habiter le territoire. Vous avez compris, pour moi, ça me semble très important, ces 3 piliers, et notamment ce pilier territorial. Quelle nouvelle géographie ça va créer? Vous savez, on parle beaucoup, Carlo Moreno a créé ce concept de ville du quart d'heure. Richard Rogers, qui est aussi un très grand architecte, avait déjà réfléchi il y a une bonne décennie de ça, sur les questions de réussir à peut-être mieux rapprocher les lieux du travail, les lieux du loisir et les lieux de vie, les lieux où on habite.
Et donc, plus largement, il me semble que tout ça pose aussi le débat de mieux coopérer, de construire des alliances entre le public et le privé, et aussi entre les acteurs économiques, bien sûr. Je vous remercie. Vas-y Marc. Un petit ouvrage dans lequel, au cas où je fais un peu de publicité, mais un petit ouvrage avec Sabine Barle que nous avons publié, dans lequel vous retrouverez toutes les cartes qui ont été présentées dans cet exposé. Merci Marc. Tu peux t'installer avec Jean-Pierre et Nadine pour pouvoir ouvrir le débat. Vous savez qu'on a l'habitude de terminer à l'heure, donc je voudrais passer sans transition. Comme d'habitude, je vais utiliser mon micro pour vous donner la parole. Tout ça pose un certain nombre de questions, hein, notamment cette fameuse doxa. Et Jean-Pierre dit souvent, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut prendre. Tu veux faire quelques commentaires sur ce que tu as entendu, Jean-Pierre ? Il y en a beaucoup, hein. Donc je vais laisser plutôt la salle poser des questions, sachant que là, tout ceci va être approfondi, détaillé, discuté avec vous. C'est un lancement. J'avais quelques flashs comme ça à dire. Le premier, c'est de dire, au fond, il y a quelque chose qui reste encore plus vrai aujourd'hui qu'hier, c'est la coopération entre les territoires, entre les acteurs, entre les secteurs proches, les secteurs éloignés. Et donc cette notion de coopération au niveau du territoire. Donc j'ai l'impression que si je prends il y a 30 ans et que je vais pousser le curseur coopération, je vais pousser le curseur territoire, lieu permanent, enfin lieu pertinent de réflexion, de décision. Hein, donc je vais le pousser. Donc c'est deux curseurs que je pousse plus fort qu'il y a 30 ans. En revanche, il y a un curseur que je baisserai par rapport à ce que vous venez de dire, c'est au fond, n'ayons pas au niveau d'un territoire la vision d'une métropole qui aurait les mêmes comportements ou les mêmes méthodes d'action qu'une capitale sur un pays. C'est-à-dire qu'on fait, j'ai envie de dire dans ce que vous avez dit, la métropole ne doit pas se comporter comme une capitale dans un pays, ou disons tel qu'on connaît nous en France. C'est-à-dire notre esprit de centralité ne doit pas s'appliquer à une métropole régionale comme il s'applique, peut-être pas de façon pertinente d'ailleurs, à la capitale de notre pays. Et que donc comment on fait jouer une métropole sans qu'elle ait cette espèce de centralité unique de décision. Et comment donc on rejoue une logique de décentralisation, si je puis dire, hein, des décisions, des investissements entre une métropole et son territoire. Et ça m'amène à deux autres réflexions. C'est que la première chose, c'est que, ça m'amène une réflexion qui est de dire, au fond, cette réflexion que vous avez là, moi j'aime bien toujours faire des parallèles avec l'entreprise. Et au fond, quand on voit les grands groupes, on a eu une période de centralisation très forte dans les grands groupes, auprès de la maison mère, avec une dépossession des pouvoirs de décision aux acteurs locaux. Et on a un mouvement complètement inverse aujourd'hui, mais pas pour revenir comme avant, avec une façon différente d'organiser le management. C'est pas vrai partout, je vois que vous hésitez, mais c'est quand même en partie, de toute façon, de ce que j'ai vu, un peu plus vrai qu'il y a. Voilà, ça c'est mon premier. J'en avais un autre, c'est ne négligeons pas non plus, et là peut-être c'est le curseur que je repousse plus fort là par rapport à il y a 30 ans, sur le fait que quel que soit le niveau de la métropole, quand on les compare, c'est compliqué de comparer parce que le point de départ n'est pas le même. Le point de départ des tissus économiques est extrêmement différent selon les territoires. Donc c'est difficile. Donc l'important c'est de voir le parcours fait plutôt que donc c'est de voir la variation plutôt que le point fixe et le point de mesure. Et ne sous-estimons pas non plus les phénomènes d'attractivité des autres territoires du fait qu'il y a une métropole qui est considérée comme une métropole parce qu'elle a un certain nombre de connexions, qu'elle a une activité culturelle, qu'elle a une certaine attractivité. Bon, ok, je disais hier soir à table, on a des gigafactories super à Dunkerque, à Douvres, machin. Bon, si l'île n'existait pas, est-ce que les gigafactories seraient là ? Je n'ai pas la réponse, mais on peut se poser la question. Donc il y a un effet induit de rayonnement
qui concourt à l'attractivité des territoires, parce que effectivement, celui qui est à Douvres ou à la Française de Mécanique, là, ou à Dunkerque, il n'est pas loin aussi d'une ville connectée à un réseau international. Voilà, c'était mes commentaires. Questions. Excusez-moi d'avoir été long. Oui, Géry Brasseur-Delcourt, je prépare un centre HPC à Tourcoing, justement dans le transfrontalier, parce que j'ai une remarque. Pierre Mauroy s'est battu pendant des années pour créer l'Eurométropole, qui voulait dire quelque chose. Ce n'est pas pareil que la métropole européenne de Lille. Qu'en est-il? Parce que l'Eurométropole, c'est plus de 2 millions d'habitants. Alors, l'Eurométropole, oui, lorsque j'ai évoqué tout à l'heure les relations, alors évidemment, l'Eurométropole, c'est un vaste projet qui a pris du temps. Il y avait déjà beaucoup à faire sur la métropole. Il faut aussi, on l'oublie parfois, mais la métropole est partie aussi de très loin, d'un héritage industriel majeur quand même, qu'il a fallu transformer. Et donc la reconversion, transformation, transition de ce territoire a été longue, difficile, et elle n'est pas aboutie. Comme vous voyez, les cartes que j'ai pu présenter montrent aussi comment cette transformation n'est pas aboutie. La question du transfrontalier, effectivement, elle a été portée un temps. Aujourd'hui, elle se restructure à travers des dialogues de voisinage, en particulier avec les communes, entre les communes qui sont proches, notamment à travers un schéma transfrontalier de dialogue et des chartes de voisinage. Et effectivement, là, il y a un enjeu majeur aujourd'hui, et Nadine, en même temps, nous montrait qu'il y avait beaucoup de difficultés à connecter un peu les deux bassins d'emploi entre ces deux régions. Bonjour, Laurent Duiquet, je suis lillois de souche, j'ai été longtemps chef d'entreprise, je le suis depuis peu, mais je m'intéresse à la métropole lilloise. J'ai été frappé dans les deux exposés que vous nous avez présentés, très clairs, par deux choses que je mets en relation. La première, c'est l'explication sur les phénomènes de métropolisation, avec la distinction entre la métropolisation territoriale, la métropolisation fonctionnelle et la métropolisation institutionnelle. Et l'autre chose qui m'a frappé, c'est la carte qui a été présentée sur ce qui se passe finalement en Belgique et ce qui se passe en France avec cette zone tampon que serait la métropole lilloise. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire la connexion entre ces deux choses. Ma question est la suivante. Y a-t-il des études sur la métropolisation qui permettraient de distinguer ou de mettre en avant la dynamique territoriale, ou plutôt la dynamique de chaque métropolisation? J'ai parfois l'impression que la métropolisation territoriale n'est pas tout à fait alignée avec la métropolisation fonctionnelle et la métropolisation institutionnelle. Je suis un Lillois, je mets 40 minutes pour aller à Gand, je mets 1 heure pour aller à Bruges, je mets 1 heure pour aller à Anvers, je mets 2 heures pour aller à Paris. C'est 3 grandes villes qui sont juste à côté. Je vois des Belges tous les week-ends ici à Lille. Par contre, quand je vois la réflexion qui est faite sur les métropoles, à chaque fois, on raisonne à partir des Hauts-de-France. Je rejoins l'idée qui a été évoquée là. Où en est-on de l'Eurométropole? Et du point de vue de la dynamique économique, sommes-nous certains que la métropolisation fonctionnelle et institutionnelle est alignée avec la métropolisation territoriale réelle de Lille? Je rappellerai ensuite une chose. Lille est une ville qui a 1000 ans. Lille est rattachée à la France depuis 350 ans seulement. Je pense que Lille est une ville flamande autant qu'elle est française. Et que cette Eurométropole serait une bonne manière de réussir à cultiver l'esprit flamand de cette ville et la dynamique qui peut exister dans la façon de la développer. Bravo. Alors, on a beau être dans une Union européenne et disposer d'un service statistique qui s'appelle Eurostat, les données produites, les producteurs de données donc, qui permettent de faire les analyses comme celle de Marc, comme les miennes, comme celles de nombreux autres, sont fournis par des organismes de statistiques qui restent nationaux. Et donc, lorsqu'on travaille sur des données économiques, sur des données d'entreprise, l'INSEE en France n'a pas le droit, c'est une convention, d'aller regarder ce qui se passe en Italie, en Espagne, en Belgique. Et donc, on reste évidemment tributaire, un peu comme l'ivrogne qui cherche ses clés sous le réverbère, des données que l'on a.
Et ce que l'on a fait avec la DULM, grâce à la coopération entre l'île et les organismes belges, c'était, je crois, une innovation, puisque la carte qui présentait le continuum territorial Hauts-de-France-Belgique nous a demandé des efforts de rapprochement des données. Je ne vais pas rentrer dans la cuisine interne, mais qui était assez compliqué, avec des périodes limitées, avec des analyses sectorielles extrêmement limitées, avec des incompatibilités statistiques, parce qu'on ne savait pas si les écarts provenaient de la source ou s'ils provenaient vraiment de la réalité. Donc on a vraiment dû faire un gros effort de nettoyage des données pour obtenir ces calculs sur les effets de débordement qui peuvent exister. Donc on est vraiment tributaire sur des données que l'on a, et en tant que chercheur, et je pense que tous les chercheurs seraient vraiment intéressés par l'obtention de données communes aux régions interfrontalières. Parce que cette question, il se la pose aussi à Strasbourg, il se la pose également dans le pôle Nancy-Metz. Enfin, il y a toutes les métropoles frontalières soulèvent les mêmes questions. En fait, quand on calcule comme ça, c'est comme si on raisonnait de la même façon quand on regarde Brest, au bord de la mer, et Lille qui a la frontière et la Belgique au bout de la rue. Donc c'est extrêmement gênant, en effet, mais pour l'instant, sauf à regarder des NUTS 2 ou 3, on ne peut pas faire des analyses plus fines qu'à ce niveau-là. Merci beaucoup de votre question. Je vais y répondre d'abord avec un scoop de publication. À la chaire, on fait paraître, et c'est parti sous presse, un ouvrage en complémentaire de celui-ci, qui va paraître dans un mois ou deux, qui a été produit par les chercheurs, et qui s'appelle Métropole Frontière. Tout le titre en soi est un programme. Et donc il décrit effectivement, on est allé un peu il a été piloté par Bénédicte Grosjean, qui est une architecte, et qui travaille entre autres sur la métropole telle qu'elle est vécue. Et elle démontre comment la métropole elle est vécue, notamment à travers quelque chose qui s'appelle l'espace bleu. Il y a toute une dimension touristique, c'est une dimension touristique, il y a des flux touristiques de part et d'autre. Donc cette métropolisation territoriale transfrontalière, elle existe. Effectivement, la métropolisation institutionnelle transfrontalière, elle existe moins, ainsi que fonctionnelle, pour différentes raisons. Sur le plan institutionnel, on a pu montrer par exemple qu'il y a des décalages de temporalité entre les élections de part et d'autre de la frontière, il y a des enjeux culturels aussi de part et d'autre de la frontière, il y a des déconnexions entre les systèmes statistiques. Donc c'est vrai que c'est tout l'enjeu de la mise en projet de ce territoire transfrontalier, qui n'est pas simple. On est à la fois complètement voisins, mais en même temps, c'est une grande difficulté que de réussir à travailler ensemble et à développer des projets ensemble. Donc pour la suite de la réponse, je vous donne rendez-vous dès que l'apparition est sortie pour vous la transmettre. Alors je suis par ici. Le micro fonctionne ? Oui, je suis par ici. Allez-y, chère madame. Voilà. Je m'intéresse à la façon concrète dont les gens pourront vivre heureux dans un habitat dans la métropole. Vous avez parlé de la ville du quart d'heure. Je pense que ce paradigme est sans doute obsolète pour plusieurs raisons. Les pannes d'électricité, est-ce que les ascenseurs vont fonctionner ? En Chine, 90% des promoteurs sont en faillite à cause de ça. Deuxièmement, pendant qu'on construisait Sarcelles, les Minguettes et des tours qui sont en train de démolir sur la zone inconstructible autour de l'île, l'Angleterre faisait 12 New Towns, villes nouvelles, où les gens sont heureux et ont chacun leur petit potager. Et dernièrement, le prince Charles, avant d'être devenu roi, a reconstruit 2 villes nouvelles. Ça sera intéressant d'aller voir. Alors, maintenant, vous allez me dire, l'espace, si on étale la ville où les gens qui aspirent tous, on connaît les statistiques, ils aspirent à une maison avec le petit jardin. C'est ça qu'ils veulent. Eh bien, si on leur fait ça, vous allez me dire, mais on va étaler la ville. Quel dommage. Mais j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de domaines agricoles qui sont à reprendre. Et quand on sait que 400 000 hectares sont rachetés par les Chinois, je pense qu'il est mieux de bien loger nos Français et de mélanger la végétalisation et le béton dans les villes. Et quelle est votre question ? Ma question, c'est, vous avez parlé
du modèle de ville au quart d'heure, je voudrais savoir si un nouveau paradigme de l'urbanisation est en train de voir le jour pour que les gens puissent être heureux dans des habitats qui leur plaisent. Jeanne Bécard-Leclerc, professeure honoraire sociologie, sciences politiques. Merci, madame. Alors là, je pense qu'on est vraiment sur un sujet de prospective, effectivement. Et je trouve que la question de la transition énergétique ouvre de vastes chantiers de réflexion sur les modes d'habiter, les façons d'habiter notre territoire différemment. Effectivement, la question de la ville du quart d'heure, elle n'est pas diffusable, transposable dans toute notre métropole comme telle. Et on réfléchit beaucoup, ne serait-ce que parce que les incitations, les réglementations élaborées par l'État, notamment à travers le zéro artificialisation nette, nous imposent aussi de réfléchir à urbaniser différemment, ne plus consommer les terres agricoles. Maintenant, il y a toute une réflexion quand même qui se pose autour, j'évoquais les espaces en friche, notamment autour des friches sur notre territoire. C'est une façon aussi de les revaloriser. Donc là, il y a aussi beaucoup de perspectives. Mais je pense qu'on n'en est qu'au tout début. On en est qu'au tout début de ce Green Deal, de cette réflexion sur la transformation des modes d'habiter, des façons de construire, des façons de se loger sur notre métropole. Oui, Didier de Coupigny, Agence de développement et d'urbanisme, on a parlé de ruissellement. Et est-ce qu'on peut conclure ce matin le fait que la métropole de Lille n'a pas un effet d'entraînement par rapport à ces territoires voisins, peut-être par rapport à d'autres métropoles, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'une des conclusions de dire que la métropole ne joue pas son rôle de tracteur par rapport aux territoires voisins, notamment peut-être en termes d'attractivité ? Oui, mais si on retient les indicateurs que j'ai pris, c'est-à-dire l'emploi, pourquoi l'emploi? Parce que c'est facile à mesurer, hein, et parce qu'on a des bases de données extrêmement précises et beaucoup plus précises que celles qui peuvent provenir des données comptables des entreprises qui sont issues de conventions, alors que les données d'emploi qui sont collectées via les DADS sont simples à manipuler et surtout extrêmement bien documentées. Donc, si on regarde le critère de l'emploi, on peut en effet conclure que la métropole lilloise ne constitue pas le moteur du développement de la région et n'a pas généré un co-développement des territoires avoisinants. Maintenant, comme l'ont montré les cartes de marque, il n'y a pas que l'emploi, et si l'on regarde d'autres indicateurs, on va voir d'autres choses. C'est toute la difficulté de faire de la géographie économique. On est confronté à deux types de problèmes. Quelles données regarde-t-on? On en a déjà parlé. Deuxième type de problème, c'est ce qu'on appelle le problème de l'échelle modifiable. C'est-à-dire que là, j'ai présenté des travaux à l'échelle de la zone d'emploi qui montrent une certaine réalité. On avait fait des expérimentations, enfin, ou des tests de robustesse en regardant si on regarde au niveau communal, si on regarde au niveau de l'EPCI, si on regarde au niveau du département, eh bien, je peux vous assurer qu'on ne voit pas la même chose. Donc, c'est toujours pareil, hein, suivant la distance au terrain que l'on a, ce ne sont pas les mêmes phénomènes qui ressortent. Et dans l'effet métropolisation, il peut y avoir bien d'autres choses que l'emploi aussi. Le rayonnement d'une métropole dépasse, surtout d'une métropole pensée, hein, d'une métropole en tant que concept, dépasse bien entendu largement la question des seules relations économiques mesurées à travers le prisme de l'emploi. Il peut y avoir un rayonnement parce que, au hasard, on est capitale culturelle, parce que il y a un effet totem dans la région. Et puis, vous avez des régions comme Auvergne-Rhône-Alpes où il y a 4 métropoles. Vous voyez bien que c'est extrêmement compliqué. Les 13 premières métropoles avaient du sens. Je vais être un peu brutal, mais il faut aller vite. Les 13 premières métropoles avaient du sens. C'était les anciennes capitales de province. C'était vraiment des pôles d'attractivité et des pôles de développement. On en a mis 22 avec certaines métropoles comme Lyon, Saint-Étienne, Grenoble qui ont carrément des frontières communes de leurs aires urbaines. Est-ce que ça a vraiment du sens? Je pose la question, chacun pourra y répondre à sa manière. J'ai vu beaucoup
beaucoup de mains se lever, Sébastien. Je pense qu'il faut arrêter de lever vos mains parce qu'on va pas. Donc, sinon, on ne pourra pas passer. Vous serez déçus. Il y en a une là, tu vois, et puis là-bas dans le fond, je crois. Voilà. Okay. Allez, on en fait encore 3. Xavier Révillon, moi j'ai longtemps travaillé dans une entreprise américaine. Je suis très intéressé par le questionnement qui est sur la table aujourd'hui. Je trouve que revisiter le concept de métropole est intéressant. Par contre, j'ai une petite frustration, c'est qu'on a beaucoup parlé du territoire, on a beaucoup parlé de la France. Moi, j'aimerais qu'on inscrive cette réflexion aussi dans la compétition avec les grandes métropoles mondiales, qui était un sujet qui était cher à Bruno Bonduel, et qui disait que finalement, on n'existera aussi que si on se benchmark de façon positive avec... Et on n'a pas beaucoup parlé d'international. Oui, enfin, comme tu l'as entendu tout à l'heure, on a 5 capitales internationales qui vont être visitées par des étudiants d'université de ta chaire et qui vont justement nous ramènera un benchmark d'ici cet été. Bien sûr, il ne faut pas... En fait, la question, c'est qu'il n'y a pas de blanc ou noir. Hein. Tout compte, en fait. Hein, c'est ça. Et comment... C'est pour ça que j'aime assez cette histoire. Qu'est-ce qu'on pousse comme curseur? Je ne pense pas qu'il y ait des choses qui soient plus valables. Il y a quelque chose qui sont plus prégnants qu'hier, ou d'autres qui le sont moins. Pardon. Vas-y, ça marche. Alors, évidemment, sur les leçons, on va attendre les leçons de cette étude. Non, moi, je voulais peut-être revenir très rapidement sur la question de l'effet d'entraînement. Évidemment, comme on l'a vu, effectivement, c'est relatif au regard des facteurs sur lesquels qu'on regarde. Mais je pense, moi, je voudrais vraiment retourner la question, qu'on ne se fasse pas trop de mal et qu'on ne se torture pas trop avec cette question-là. Mais plutôt qu'on regarde la question différemment en se disant, mais pourquoi, sur quoi coopère-t-on? Comment pourrait-on mieux coopérer? Et autour de quels objets, en fait? Je pense que là, la question, parce qu'effectivement, les territoires qui n'ont pas forcément d'effet d'entraînement, c'est ceux aussi qui coopèrent, qui sont inscrits dans des dynamiques de coopération parfois limitées. Et donc moi, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ces questions des coopérations. Comment pourrait-on vraiment mieux coopérer? Autour de quoi? Je crois que c'est ça la question qu'on devrait se poser aujourd'hui. Ok, une question ici, et puis Philippe Merviel là-bas. Vas-y. Merci. Sébastien, peut-être je ne suis pas sûre que ça marche. Oui, ça y est. Peut-être un dernier point sur les comparaisons internationales. Il y a des études de cas comparatives qui sont faites. Alors, je ne sais plus, l'Institut d'urbanisme d'Île-de-France, qui a changé de nom il y a quelques années, mais je date un peu, avait fait des publications justement sur des comparaisons avec les villes-mondes comme Séoul, New York, etc. Mais ce dont on s'aperçoit quand on fait des travaux comparatifs, c'est que le niveau institutionnel, donc le cadre légal, l'histoire des pays marque tellement le fonctionnement interne et les performances de ces villes que finalement, comparer deux choses qui ne sont pas vraiment comparables, c'est difficile de trouver du sens. D'où le fait qu'il faille ensuite essayer de trouver des plus proches voisins pour pouvoir identifier d'abord des similitudes et ensuite voir ce qui est différent. Mais on ne peut pas faire des comparaisons simplement sur la dimension des villes, par exemple. Ça, on sait que ça ne marche pas. Oui, bonjour, Emmanuel Lebouille, je suis lillois de cœur et aujourd'hui j'accompagne les entreprises dans les transformations, notamment avec un enjeu culturel. Ma question porte davantage sur l'humain. On a parlé de territoire, de géographie, de climat. Il me semble que dans un territoire, c'est aussi des hommes et des femmes et je voulais évoquer la question de l'appartenance, la question de l'intention commune et des modes de collaboration dans la construction d'un territoire et d'un vivre ensemble. Et donc, quelle place laisse-t-on ou mettons pour la collaboration transverse et la démarche participative dans le territoire? Super. Merci. Très bonne question. Vous avez 2 heures. Non, c'est un vaste défi. Vous avez vu que dans un de mes 4 défis, j'avais inscrit mobiliser. Je pense que c'est un des sujets majeurs de demain, on le sait. Donc, on ne va pas dire que tout reste à construire, mais il y a quand même une marge de progression importante sur ces sujets-là. Je pense que par contre, il me semble important de dire qu'il y a aussi une déconnexion
qu'il faut complètement assumer entre la métropole institutionnelle et la métropole territoriale. C'est-à-dire nous avons un territoire qui est très très diversifié. Il y a du très rural, il y a du très urbain, il y a du très métropolitain. Et donc ça fait que les appartenances aussi sont multiples au sein d'un même ensemble. Donc il y a la construction d'un récit commun, d'une vision commune, qui a été pointée aussi par Nadine dans son intervention. Je pense qu'elle est clé. Puis il y a aussi les outils de mobilisation. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour des questions de transition, mais je pense que ça c'est un vrai sujet pour moi d'aujourd'hui et de demain, de prospective. Oui. Moi je suis absolument d'accord avec vous que la question majeure c'est la coopération. On l'a évoqué, c'est au fond l'ADN un peu du comité Grand Lille, c'est l'ADN aussi de cette maison, j'allais dire où vous êtes. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de progrès à faire, et en même temps, j'ai envie de dire, quand on se compare, on n'est pas les derniers de la classe sur cette question-là. Et quand vous voyez des gens qui viennent dans notre région ou qui viennent d'autres régions, ils le constatent bien souvent. Vous voyez, font un vendredi matin à 8h avoir 300 personnes qui viennent d'un peu tous horizons. Ça n'existe pas dans beaucoup de villes. Donc il y a un terreau historique, un ADN historique qui est assez fort entre les coopérations entre les entreprises et les acteurs publics, associatifs, etc. Et ça existe. Et d'où, quelquefois, la frustration que nous avons de ne pas pouvoir aller plus loin, plus vite, parce qu'on a déjà cette facilité de travailler ensemble. Et donc, c'est ça le point pour moi. Oui, dernière question. Oui, merci. Philippe Merviel du Césaire et puis la Chambre franco-belge. Je ne voudrais pas être iconoclaste, mais je trouve que le débat est assez centré sur nous-mêmes. C'est-à-dire la métropole, quel ruissellement vis-à-vis des territoires. Je pense qu'on aurait peut-être à prendre un autre point de vue qui serait plus riche, c'est le ruissellement des territoires vers la métropole. Qu'apporte en termes de ruissellement une des forces qui est l'automobile, par exemple. Une autre force qui est les ports avec l'international sur la métropole. D'où le problème de la coopération. Sur l'agriculture aussi, on a une agriculture forte. Quel est le ruissellement et qu'est-ce que cela apporte à l'ensemble ? Et se mettre donc plutôt aussi à la place des territoires plutôt qu'à se regarder nous-mêmes. Alors peut-être, merci pour votre remarque. Moi, je crois qu'il faut abandonner le mot ruissellement. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de mal, aussi bien du point de vue social, économique, que du point de vue territorial. D'ailleurs, il n'est quasiment plus utilisé. En géographie économique, plus personne n'utilise ce terme parce que, on l'a vu, le ruissellement, c'est juste une vue de l'esprit et c'est loin d'être vérifié dans toutes les grandes villes. Donc la question, c'est pas celle de qui domine quoi. On m'a parlé tout à l'heure de locomotives et de wagons. La question, c'est comment on avance ensemble. Voilà. Et donc, cette notion de coopération qui est beaucoup plus inclusive, beaucoup plus égalitaire ou équitable, et qui reconnaît la contribution des différentes composantes d'un territoire complexe, me semble plus fructueuse et plus porteuse de progrès et de perspective que cette simple notion mécanique de ruissellement. Parce que ruissellement, on a l'impression qu'il suffit de verser quelque chose quelque part pour que automatiquement les effets se produisent. Or non, enfin je tiens vraiment à insister là-dessus, il ne suffit pas de concentrer les forces sur un noyau pour que par un effet mécanique, avec un gradient du centre vers la périphérie, il y ait quelque chose, voilà, quel que soit le lieu où on concentre. Donc, on peut dire plus de ruissellement. On peut dire peut-être, Nadine, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que le ruissellement, c'est ce qu'on a connu pendant de nombreuses années entre Paris et le reste de la France. C'est ce qu'on a cru connaître. C'est ce qu'on a cru connaître, oui. Bien, on va s'arrêter là. Le débat est passionnant. Merci, bien sûr, à nos deux intervenants pour cet enrichissement, en fin de compte, et votre vision d'expert. On les applaudit bien fort. Comme je vous l'ai dit, on est au début d'un parcours sur Génération Comité Grand Lille. Le 12 mai, nous aurons nos 5 étudiantes qui reviendront de leur périple pour présenter leur vision des capitales qui sont là. Elles peuvent se lever d'ailleurs pour qu'on les applaudit bien fort et on les remercie. Voilà. Donc on pourra
on aura une vision, donc venez nombreux parce que ça va sûrement être riche. On aura une vision de comment se sont vécues ces 5 métropoles européennes et puis on va entamer les travaux comme on vous l'a dit sur notre projection pour le futur comité Grand Lille. Voilà, cette séquence se termine peut-être. Allez, on va encore dire merci à Sébastien, peut-être encore. Oui. Allez, on en applaudit bien fort, Sébastien. Voilà. Et donc, bienvenue bien sûr à Arnaud et à toute l'équipe qui sera autour de lui. Voilà, merci pour votre présence. Continuez à réfléchir. Vous pouvez bien sûr nous envoyer vos réflexions et puis on vous sollicitera pour participer aux travaux de réflexion sur Génération Grand Lille. Merci beaucoup et bonne journée à tous.